On a souhaité équilibrer un peu le débat avec le SAR, donc avoir des entreprises générales, le point de vue, donc oui, et des entreprises de corps d'État séparés. Donc on avait deux entreprises, alors je ne sais pas s'ils sont présents à la salle. L'entreprise Valentin, donc Philippe Valentin, et Karim Bourig, directeur de l'entreprise Arcloise. Ils sont là, parfait. Je vais essayer de présenter l'entreprise alors. Bonjour. Gros Valentin. Je sais pas. Gros Valentin, alors. C'est Philippe Valentin. En deux mots, dans la présentation, donc on a souhaité avoir logé et corps d'État séparés. Donc c'est présenter l'entreprise, votre approche du BIM très rapidement. Je ne sais pas si vous avez une présentation ou pas. D'accord. C'est bon. Voilà, on lance les présentations, puis après un petit débat, et puis on essaie Je présente au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est bien Gros Valentin, donc j'ai une petite vingtaine de filiales dans le bâtiment. Donc moi le BIM, je l'ai abordé de façon très pragmatique. Donc il y a 2 ans, nous on fait du BIM de façon concrète. Alors j'ai une chance assez particulière, c'est que je peux être en contractant général, en entreprise générale, en lot séparé. Comme la chaîne de valeur est descendue très très basse, donc on fait 1 point, 2 points, avec beaucoup d'efforts, c'est de trouver d'autres artifices pour se différencier. Donc j'ai une petite chance, c'est que l'aspect informatique, système d'information, ça me parle assez. Donc j'ai pris, voilà, ça va venir. Donc je pourrais répondre d'ailleurs par rapport à l'aspect sécurité, et puis par rapport aux archives, vous n'avez pas à vendre votre prestation. Mais je vous donnerai l'astuce pour contourner la difficulté. Ça fait intéressant. Je la garde à la fin, comme ça tout le monde va écouter. Là pour faire avancer, d'accord. Donc vite fait l'activité du groupe. Après, ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, alors ça se fait pas de façon facile. Donc les gens qui disent il n'y a qu'un faucon, le BIM c'est super simple, on appuie sur un bouton, on a tout ce qu'il faut. Pour certaines choses c'est vrai, pour d'autres c'est un peu le parcours de combattant. Je commence à gagner de l'argent. Donc au bout de 2 ans, vraiment à fond en BIM, de façon très pragmatique. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de montrer un petit peu le parcours pour la mise en place d'un BIM au niveau de la structure, en sachant que je travaille pour le BIM pour d'autres, et puis que j'ai la possibilité de faire mes propres affaires en BIM. Donc je me suis fait violent, je me suis appliqué la peine à moi-même. Et les conventions BIM, l'aspect sécurité, l'aspect de l'argent qu'on met dedans, de la formation, donc on a abordé tout ça. Donc 2011, une plateforme collaborative. 2014, connexion avec le terrain, où on remonte directement l'information, parce que la problématique du BIM, le BIM n'est pas une finalité en soi, c'est pas un objectif, c'est le fait un moyen, et c'est avant tout une démarche collaborative et une base de données. Après, il y a la partie infographie 3D, mais dans quelques temps, ça sera en hologramme. Donc, mais c'est vraiment un changement de mentalité, et on approche un projet de façon complètement différenciée. Donc c'est très déstabilisant quand vous mettez autour d'une table, quand c'est un vrai projet BIM. Donc le vrai projet BIM, c'est quand c'est pris vraiment en amont. Vous mettez le maître d'ouvrage, l'archi, les bureaux d'études, les entreprises, leur futur responsable d'exploitation, c'est à son importance. Et quand vous mettez tout ça autour d'une table, en disant voilà, on va changer un peu la façon de procéder, tout le monde dit oui, puis après quand on commence à avancer, on voit les difficultés, les contraintes, mais globalement ça se passe assez bien quand il y a un bon BIM manager. 2015, formation en interne, avec des projets internes. 2016, moi j'avais la possibilité, j'étais un petit peu en avance, donc de travailler toujours avec les mêmes archives, toujours avec les mêmes bureaux d'études, structures, fluides, etc. Ça n'a pas de sens économiquement, donc j'ai fait un choix stratégique où j'ai créé carrément un petit centre d'expertise de formation BIM et co-BIM. On forme des BIM managers, et la mise en place de BIM de façon très pragmatique. Qui fait quoi? On commence par quoi? Combien ça coûte? Par quoi on peut commencer? Quels sont les tenants et aboutissants d'un projet BIM? Alors moi la cible c'est la PME, c'est des petits projets entre 400 000 et 3-4 millions. C'est tout à fait faisable quand c'est bien fait. Il faut savoir raison garder aussi.
Et puis, donc 2016, avec des projets. 2017, alors j'ai un projet fou, je ne sais pas si pour l'instant, je n'ai pas encore l'argent, mais c'est de faire carrément une plateforme collaborative, locale, où dedans, on met un centre de formation, de coworking, des bureaux d'études qui sont intéressés, une salle immersive. Donc j'ai pas mal investi. Je suis à 20% du parcours. Donc là, je fais la tournée des pop-up pour essayer de trouver des partenaires et puis des gens qui sont sensibilisés à cette problématique-là. Je vais relativement vite, une vingtaine de filiales. Donc visuellement, on fait du tertiaire, du logement, de l'industriel, du collectif, des entrepôts. Donc ça a commencé en 2011, plateforme collaborative, donc ça a commencé tout simplement en gestion de planning, gestion des affaires, réunion de pilotage dématérialisé, annuaire. Donc ça s'est concrétisé par une mise en place d'une GED pour habituer les collaborateurs à travailler de façon collaborative, d'accord, vraiment. Donc c'est un développement en interne, donc ça c'est aussi une facilité, tout le monde ne peut pas le faire, donc on a eu la chance de pouvoir le mettre en œuvre, tout simplement pour commencer à faire en sorte que tout le monde travaille de façon collégiale, partage l'information, éviter la problématique de j'ai l'information, donc j'ai le pouvoir, je ne donne pas, donc ça se monnaie, bon, c'est un petit peu vieille rengaine, donc ça on essaie de faire casser tout ça. 2014, donc j'ai pris 3 filiales, une entreprise en contract en général, une en gros œuvre et une en économiste. Et l'économiste, effectivement, par rapport au sujet d'avant, je ne suis pas intervenu parce que voilà, c'est un métier qui est en pleine mutation, c'est-à-dire que l'économiste d'aujourd'hui, dans 3-4 ans, il a un petit peu de soucis à se faire, donc il a intérêt à migrer, comme vous les archis aussi, hein, mais je vous rassure, le projet c'est passionnant, moi je suis dedans à 200%, bon, les écoles c'est un peu complexe à mettre en place, mais une fois qu'on a pris l'ouvrage, honnêtement, moi j'ai 40% des projets qui sont à peu près en ligne. Les autres, quand je les présente, les gens essaient de contourner pour dire non, pas celui-là, parce que tradit. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. Donc 3 filiales pour intégrer, alors ça fait marrer tout le monde. Moi j'ai mis en place, c'est une PME, hein, c'est un ensemble de PME, des tablettes sur les chefs de chantier. Donc imaginez des chefs de chantier jeunes et beaucoup moins jeunes. Donc pour démystifier en disant voilà, c'est un nouvel outil, que ce soit un smartphone, une tablette, un moniteur portable, le sujet n'est pas là. C'est de dire comment peut-on faire remonter les informations du chantier, parce que c'est eux qui ont les infos, pour commencer à habituer tout le monde à travailler de façon collaborative. Et les gens sont très polarisés, surtout au niveau des archives, sur la partie conception, mais je pense que le BIM aura pris toute sa quintessence quand on aura un vrai niveau numérique. Donc moi, les niveau numériques, on en fait en interne, mais honnêtement, j'en vois pas beaucoup des vrais. Hein, c'est que la capacité à ce que l'entreprise qui réalise puisse enrichir la maquette. Donc ça, c'est un vaste sujet. Quand vous êtes en IFC, c'est un support. Donc, voilà, donc déjà, cette problématique-là, quand vous avez ça, comment fait-on? Donc, on a essayé de trouver des solutions terrain qui, pour l'instant, fonctionnent. Donc remontée d'informations, les aléas, les heures, les points de sécurité, les couplages avec, donc en tant que contractant général, économiste de la construction et entreprise de gros œuvres. Donc ça se cantonne à quoi? Quand on a un projet archi, on a fait le choix de remonter la maquette complètement en interne, c'est plus simple, plutôt que de bricoler. On passe maintenant les 3 jours, 4 jours sur une maquette correcte, hein, assez générique, qui nous permettent de travailler dans une première approche. Les armoires à plan, on est assez, tout est en e-clouding, en mode SaaS, hein, pour justement habituer tout le monde à avoir l'information n'importe où. 2015, donc là on rentre dans le dur, donc formation, donc moi je voulais absolument que les personnes, même si l'intérêt n'est pas forcément, les gens doutent un petit peu, mais j'ai voulu que le directeur technique, les projecteurs forcément, les économistes, les conducteurs de travaux, la direction et certains salles de chantier sachent monter une maquette, tout simplement pour comprendre ce que c'est qu'un objet, les propriétés, savoir la différenciation entre l'angoisse, c'est dire je maîtrise pas AutoCAD, très bien, justement si vous maîtrisez pas AutoCAD, il n'y en a pas besoin dans un premier temps, parce que c'est la logique est différente, et devoir manipuler une maquette, voir ce qu'on peut en sortir, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est des quantités, mesurer, faire des coupes,
sortir les éléments qui les intéressent et de prouver que pour arriver à faire ça, il faut comprendre de quoi est fait la maquette. Et quand on comprend que c'est des objets structurés, essentiellement de base, et qu'on retrouve sur Aplan, sur Archicad, sur Revit. Alors, je suis plus formé sur Revit, donc je pousse un peu le bouchon plein pour savoir de quoi à peu près je parlais. Donc je suis en capacité de monter une maquette. Je ne suis pas archi, voilà. Et puis on a commencé à réaliser, donc dans le cadre de la formation, c'était de faire une formation pragmatique. On part sur un vrai projet, parce qu'en formation, on fait un mur, ça va vite. La première difficulté, on contourne. Là, si on veut faire un ouvrage spécifique, il faut arriver à la définition de l'ouvrage, donc on est obligé de s'y coller pour trouver la solution. Et après, donc, on a embrayé sur des projets plutôt industriels, donc bureaux, entrepôts, simples, structure charpente métallique, bois. Donc l'intérêt, c'est que dans le bâtiment, sur la partie réalisation, quand vous initiez le BIM, vous avez intérêt à vous y préparer à l'avance, parce que les patients disant ton truc c'est bien gentil, si on n'a pas plus d'avantages que d'inconvénients, tu repars avec tes trucs et puis on refait comme à l'ancienne. Donc j'ai mis j'ai mis un mode opératoire assez affûté pour montrer que c'est vraiment intéressant, et c'est vraiment intéressant pour vous donner un ordre d'aperçu sur, par exemple, les rotations de manches, ce qu'on appelle les canaux de rotation. On a 10 fois plus d'intérêt à remonter la maquette. On rebascule sur des outils comme AutoCAD par exemple, qui nous font la rotation en un temps express. Sur le chantier, quand il y a un aléa, une intempérie, hop, on recale en moins d'une demi-journée l'ensemble des rotations. Donc quand on démarre un projet, alors ça fait hurler tout le monde, mais c'est ça qui a fait il y a l'aspect économique, l'aspect mode opératoire. Techniquement, quand on voit l'évolution dans le bâtiment au niveau technique, au niveau thermique, au niveau légèreté, c'est épatant. Par contre, au niveau méthodologie, entre nous, vous prenez un chef de chantier, vous le retirez un peu l'informatique, c'est exactement le même il y a 30 ans. Il va vous dire, ok, je travaille dans les meilleures conditions, parce que j'ai dans un des engins de levage, mais de façon fondamentale, appuyer sur un bouton pour allumer une lumière, ça par rapport à l'évolution de la voiture, quand on prend du recul, on se dit, on n'est pas bon, je me mets dedans. Hein. Donc tout ça pour dire que au niveau du gain global, si on est à la marge de 10-20% ou 80% sur un petit point de détail, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut mieux prendre le projet dans sa globalité et dire est-ce que c'est pas plus intelligent quand on a un projet quel qu'il soit, si on se met autour d'une table avant le projet, qu'on travaille sur une matière virtuelle, il n'y a pas encore un coup de pioche qui est donné, de dire que l'intelligence collective va faire que l'ouvrage va être exécuté dans des meilleures conditions. Le sujet est là, c'est construire avant construire. Hein. Effectivement, comme par hasard, quand vous avez un chantier qui est bimé, qui n'est pas trop mal fait, vous avez moins de marteau-piqueur, pas de sillage. Le problème des réservations, c'est la gestion des interfaces entre les lots, c'est la patate chaude en disant tiens, c'est pas dans l'eau, je te file le bébé, etc. Ça disparaît de plus en plus. Par rapport au maître d'ouvrage, alors moi j'ai une convention BIM, c'était le vrai sujet, hein, je suis un peu long, hein, après je vais accélérer, mais il faut rester de façon logique. Vous avez un projet, le projet est un programme, d'accord ? On décline les objectifs BIM, c'est BIM Manager en disant voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec le BIM ? Mais on pouvait faire une maquette. Bon, ok, on peut le faire en 3D, si vous voulez les objets pour gérer les objets, et soit. C'est un début BIM. Après, au niveau de la conception, c'est relativement sophistiqué. Moi, je veux me garantir que la conception soit faite dans les meilleures conditions. Là, ça devient un peu plus intéressant. Du coup, on BIM avec l'archi, bureau structure, bureau fluide, etc. Donc, normalement, on fait du meilleur travail. Après, si on veut aller au Graal jusqu'à la gestion des équipements, les IoT, etc., effectivement, bon là, ça demande une ingénierie et un fil conducteur, mais honnêtement, sur des projets dont j'en ai vu qu'un, c'est celui d'Ajaccio au niveau de l'hôpital, où on va du début jusqu'à la fin, mais à la fin, c'est vraiment de la GMAO associée à la maquette. Voilà, donc pour l'instant, on est là. J'accélère. Donc là, on a réalisé nous-mêmes notre maquette sur un futur siège, et puis sur les clients. Alors oui, c'est vrai qu'on peut faire des analyses
thermique, alors qu'on n'a pas le droit de les vendre parce qu'on n'est pas habilité, mais ça enrichit le projet. Donc, commercialement, c'est vrai que en match, quand vous avez un client qui vous l'abordez d'une façon très fluide avec des maquettes 3D, la réalité augmentée, donc moi j'en use et j'en abuse, bon, c'est sûr que le premier réflexe du maître d'ouvrage, c'est de dire écoutez, moi je ne vous ai pas passé commande. Je dis non, pas de problème, c'est une autre façon de travailler, on comprend bien que. Et le problème des archives, il ne faut pas se leurrer, c'est que l'étude en amont globalement, c'est 2 fois plus de temps. Quand on fait sérieusement, 2 fois plus de temps, il faut le payer. Mais comme vous êtes sur la partie en conception, en disant écoutez, je fais un travail plus conséquent et ça fait bénéficier les autres partenaires, ce qui est vrai, mais vous n'êtes pas audible. Donc le maître d'ouvrage, lui, il va tirer sur la ficelle en disant écoutez, vous l'avez fait, j'ai pas besoin de vous payer plus, d'accord ? Mais si vous abordez de façon globale et que la conception ne représente que 3-4% du coût global du bâtiment, je m'entends et construction et exploitation. Donc il faut relativiser. Quand vous présentez ça en disant ok, est-ce que vous êtes prêt à payer 2% plus, mais moi en coût de possession global, je vous garantis moins 4, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? On m'a dit ok, je demande à voir. Voilà. Mais par contre, il faut avoir l'approche globale. C'est toute la difficulté. Donc 2016, donc là j'ai fait une petite entorse, donc il y a une autre entreprise en ingénierie de la bureau d'études de structure, et puis on a décidé de carrément faire un centre d'expertise. Comme ça, alors économiquement c'est pas anodin, ça m'élargit mon champ d'action, c'est des personnes, donc la cible c'est que des PME, bureaux d'études ou entreprises qui veulent appliquer le BIM de façon concrète, et puis c'est de les accompagner pour dire, alors je fais un dispositif avec Stéphane. Et le pari, c'est de dire, voilà, en 10 jours, on prend alors c'est des formations très premium haut de gamme, donc c'est 5 candidats, pas plus. Vous avez un électricien, vous avez un mec du CDC, vous avez un mec du gros œuf, vous pouvez avoir un archi aussi, éventuellement. Là, c'était la fin du bâtiment, donc il y a moyen, tout est ouvert. Et en 10 jours, on fait le pari que le BIM, vous savez exactement ce qu'il en est, d'accord? Et donc, ils montent une maquette Revit, une maquette Archicad. Ils font du MEP, CVC, plomberie, électricité, un peu de structure. Après, on plante un scan, on scanne le bâtiment intérieur, on remonte la maquette, on fait une reprise en sous-eau, on commence à triturer. Après, on se dit, OK, comment peut-on répondre à un appel d'offres? Voilà ce que c'est qu'une convention BIM bien faite, et ainsi de suite. Et à la fin, c'est de dire, le BIM, en 10 jours, ça va, je commence à être pas mauvais, je ne suis pas un expert. Et surtout, c'est de dire, dans mon entreprise, c'est ça qui m'intéresse, je le reprends, et par contre, je vais le développer avec les mêmes partenaires qui, derrière, peuvent accompagner l'entreprise. Voilà, c'est juste le dispositif, c'est pas la formation produit, ça ne m'intéresse pas, c'est de la formation plus métier, c'est de dire, pour une boîte de gros œuvres, comment on s'y prend, pour une boîte à un bureau d'études, comment on peut s'y prendre, etc. Donc ça retrace tout ça. Et la journée finie. Donc alors ce qu'on fait dans le neuf, maintenant on le fait dans la réa, dans la rénovation. Donc c'est vrai que là par contre c'est un gain de temps fabuleux. Quand vous prenez les cotes, vous repartez, il vous manque toujours un truc pour ne pas passer entre guillemets pour un con. Vous n'allez pas retourner pour dire bon, il y avait quoi là, je ne me souviens plus. Donc là on pose la station, on scanne 1 million de prélèvements à la seconde, 4 pixels par millimètre. Et après, on remonte ça, on filtre sur l'image, ça consomme énormément de ressources, on remonte la maquette, et là, c'est un régal. Et quand vous présentez ça à un maître d'ouvrage, un client quel qu'il soit, ça marche tout de suite. Et puis, vous travaillez de façon très précise. Donc, par rapport aux assurances, c'est vrai que, moi, j'étais venu pour ça, pour voir un petit peu, c'est ce qui manquait un petit peu. Honnêtement, quand c'est bien fait, vous avez une meilleure maîtrise, c'est mieux anticipé. Donc, par la force des choses, si les assureurs doivent jouer le jeu, c'est bien sur ce type de discipline. Et le BIM manager, donc en ce qui nous concerne, c'est pas le gars qui va trouver des solutions, parce que quand vous avez un paquet sur un chantier, et que ce qui fait foi, c'est le compte-rendu de réunion, donc déjà, vous apprenez très vite qu'il faut séparer le revue de maquette et la réunion de chantier classique, et le BIM manager, lui, il est facilitateur,
c'est-à-dire détection de clash qu'on fasse sur la Vixworld, sur les bruits, dès que la BIM sag, etc. C'est de dire voilà, moi j'ai ça, c'est bien calé. Après, il y a tout un formalisme, bien sûr. Hein. Et puis dire quelles sont vos solutions. Si le BIM manager rapporte, même s'il le sait, des solutions techniques, ça y est, il met le doigt dans ce qu'il ne faut pas. Donc, au niveau de la responsabilité, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, pour moi, le BIM manager, c'est vraiment un chef d'orchestre, effectivement, mais il faut savoir les raisons garder, les limites à ne pas dépasser, d'un point de vue juridique, pour la bonne marche du chantier. Allez, et puis voilà, le Graal, alors je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est de créer un écosystème. On commence tranquillement pour dire d'avoir un lieu emblématique, mais de façon très pragmatique. Moi, avant de parler, je le fais, et après, je peux en parler. Donc ça, c'est ma devise. Et c'est d'avoir un lieu pour dire j'ai une problématique BIM de quelque nature ce soir, j'ai un lieu, peut-être que je peux y trouver une solution, et du coup ça fait un écosystème qui fait la promotion du BIM, et la cible étant la PME, que les grands groupes en ont moins besoin là-dessus, et GFC, enfin Bouygues, sont un des leaders les plus en avance sur le sujet, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Et, mais lourd aussi, donc les PME, c'est pas une question de taille, vous avez effectivement des personnes qui sont tout seuls, 2, 3, 4, qui sont très proactifs, après qui sont moyens pour mettre en application. Et moi, ce qui me fait sourire, c'est surtout le fait que les gens en parlent beaucoup. Et puis quand on leur dit, OK, vous avez fait quoi en BIM, en projet, et ben là, c'est je suis en cours, je suis en démarrage, c'est bien, voilà, mais c'est quand on se frotte à des vrais sujets, avec des vraies problématiques, où là, on se dit, et on est très inventif, et on avance step by step, et voilà, donc moi, je suis un pro du BIM, enfin, promoteur du BIM et convaincu. Merci Sarah. Juste un petit mot sur ce sujet. En fait, on dessine, mais c'est la qualité des maquettes que tu reçois d'architectes aujourd'hui. Ça veut dire que. Parce que pourquoi ressaisir sur Revit ou autre, peu importe. Parce qu'aujourd'hui, les maquettes reçues à l'entreprise ne sont pas de qualité. Non, globalement, il y a des belles maquettes. Après, il y a des. Alors, je ne vais pas aller là-dedans, j'ai déjà fait en parler, mais là je vais être diplomate. Il y en a qui ne le font pas, qui ont fait des formations et puis qui ont des bonnes maquettes en DWG, PDF, etc. Donc au lieu de nous on reprend en DWG en fond de plan, on les remonte en élévation, on fait tout en générique pour que ça prenne le moins de temps possible. Et puis quand l'affaire devient sérieuse, on commence à détailler au fur et à mesure. Et puis après nous on voit des maquettes. Quand vous avez des poutres, c'est des faux murs avec une élévation décalée. Bon, après, vous le balancez sur le bureau structure qui lui va s'amuser et puis il va le voir. Vous avez les capinages, je sais pas, de plafond avec ses vitres inclinées. Enfin, bon. Alors, visuellement, on voit rien, c'est sûr. Mais quand on reprend la maquette, moi j'étais sur la base de données. Des fois, il y a des archives, enfin même des bureaux d'études qui ont du mal à donner la maquette. Donc, si vous l'avez, nous on a la capacité de le traiter. Donc ça fait gagner du temps, donnez-le-nous. Et puis hop, il le donne. Et puis après, on se dit voilà, le massacre. Oui, on démarre, et c'est très bien. Voilà, il faut bien démarrer. Mais l'aspect formation complètement est hyper important. On va donner la parole à Karine, juste pour dire où on en est avec la CAPEB et la FFB. Quand on a démarré un peu les réflexions sur le BIM, c'est vrai qu'un des tickets d'entrée pour faire travailler aussi les entreprises à prendre la vie de Bouygues, c'était le maîtrise. C'est-à-dire à partir de notre maquette, c'est ce qu'on vous donne. Je trouve le plaque de plate, ça s'y prêtait bien, parce qu'il n'y a pas de surprise. Dans la plaque de plate, il y a tant de surfaces de plaques de plate de 5, de plaques au style de 7. Donc on a proposé aux artisans de trouver des outils, on formate un petit peu notre maquette et qui sont en capacité, alors non sont en capacité de donner le maîtrise, mais qui visualisent le maîtrise. Alors, je ne sais pas, chez vous, vous en êtes, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de traiter les maîtrises rapidement à partir de notre maquette? C'est le même. Bonjour à tous tout d'abord. Donc, Présente la société. Quoi. Voilà, donc je m'appelle Karim Bourgui. Je vais prendre. Voilà, et aujourd'hui, donc, je vais essayer de vous faire une petite présentation sur notre perception du BIM, et puis pourquoi le BIM peut intéresser également des toutes petites PME comme la nôtre, puisque nous, il faut savoir qu'on est une petite PME de 8 personnes. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai une double casquette
qui commence par l'activité qui nous intéresse en priorité, donc l'entreprise Arcloison. Voilà, donc je suis directeur de travaux dans cette société. Et en fait, il y a 2 ans, on a découvert le BIM un petit peu par hasard, parce que initialement, notre recherche était surtout de trouver un outil qui nous permettrait d'associer la base de données que nous avions déjà créée, qui était relativement importante, où nous avions référencé tous nos systèmes, nos ouvrages, à un logiciel de dessin. Donc c'était vraiment initialement, on est venu au BIM un peu par hasard. Et donc aujourd'hui, on a trouvé les outils qui nous conviennent, et du coup, on est vraiment à fond dans le BIM. Et parallèlement à ça, donc, la deuxième casquette à laquelle je fais référence, c'est la structure que nous avons créée récemment et pour laquelle, qui s'appelle BIM Cloison, voilà, qui a pour vocation donc, de commercialiser la base de données et la solution métier que nous avons développée. Parce que justement, on a eu beaucoup de sollicitations, essentiellement de nos confrères, qui cherchent des solutions pour pallier à la demande BIM, qui aujourd'hui s'accroît et pour lesquelles on n'a pas forcément toujours les solutions. Donc, en fait, ma présentation, c'est pourquoi le BIM pourra intéresser une petite entreprise comme nous. Alors, à mon sens, il y a tout un tas de raisons que je vais essayer de vous expliquer. Enfin, encore une fois, c'est ma perception et elle n'engage que moi. Il y a tout un tas de raisons, mais il y en a quand même une qui est vraiment très importante. C'est que BIM, malgré tout ce qu'on peut dire, moi je suis intimement convaincu que ça rapporte de l'argent. Je vais essayer de vous le prouver de façon concrète. Alors quand on dit ça aux entreprises, au début, on nous vient un peu au nez et on nous dit mais attends, comment ça peut me rapporter de l'argent alors que déjà falloir que j'achète des logiciels, que je forme du personnel, peut-être même que j'achète du matériel. Du coup c'est vrai que c'est un petit peu, au départ, ça peut être pas forcément perçu comme ça. Alors, nous, pourquoi et comment aujourd'hui on considère que le BIM nous fait gagner de l'argent? En fait, il y a tout un tas de raisons. Alors déjà, le fait qu'on travaille sur une maquette numérique 3D, ça nous permet de travailler nettement plus en amont sur les dossiers. Et on est vraiment très précis quand on modélise notre chantier, surtout si en plus on a la chance de récupérer des maquettes qui sont bien travaillées, ça nous permet encore d'aller plus vite. Donc des études beaucoup plus rapides et plus réalistes, plus pointues. Donc ça nous permet d'anticiper davantage les points litigieux dès l'étude, parce que souvent, on se rend compte, on a eu tout un tas d'exemples concrets sur des chantiers où par exemple en modélisant, on va assez loin dans la modélisation, on modélise les baignoires, les pare-bouches, parce que ça a des fois des interfaces avec nos cloisons. On s'est aperçu sur certains chantiers que le pare-bouche tombait dans le plafond rampant et que ça ne marchait pas, quoi. Donc ça nous permet vraiment de relever tout un tas de problèmes qu'on s'évite en phase d'exécution. Donc au-delà de ça, BIM, ça nous a permis d'avoir des outils qui aujourd'hui nous permettent vraiment, justement par rapport aux métriques qui en découlent, qui nous permettent vraiment d'optimiser nos approvisionnements. Et clairement, nous, on est passé BIM il y a 2 ans, et aujourd'hui, on a clôturé notre bilan au mois de septembre, et on a gagné un peu plus de 3% sur l'achat de nos matières premières, simplement par le fait d'être vraiment très pointu dans nos études et dans nos métriques. Alors, il permet également, forcément, ça en découle, ça permet de réduire les coûts de main-d'œuvre, parce qu'il y a nettement moins de problèmes qualitatifs, on ne perd plus du temps à déplacer des cloisons ou autres, ce qui pouvait arriver de temps à autre par le passé. Au niveau de la manutention aussi, toujours pareil, le fait d'être plus précis sur nos métriques et nos appros, on a moins de manutention, ou en tout cas, elle est mieux adaptée. Ça nous permet également, en phase d'exécution, d'être beaucoup plus réactif lorsqu'il y a des modifications, parce que nous, on avait beaucoup de clients promoteurs, donc il faut gérer des TMA, des modifications de façon assez régulière et qui tombent souvent quand on est en phase chantier. Donc du coup, les outils nous permettent de gérer ça de façon efficace. On fait également des économies sur le poste de gestion des déchets, parce qu'on quantifie vraiment tout dans le moindre détail. Et au-delà de l'aspect financier, le BIM, de toute façon, maintenant, on a parlé, je crois, ce matin en préambule, va être obligatoire dans les marchés publics, ou en tout cas beaucoup plus présent.
Donc ça va devenir une obligation. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on nous sollicite pour, certains de nos confrères nous sollicitent pour les aider à mettre en place des solutions qui leur permettent d'être BIM. Moi je considère que c'est un formidable atout commercial parce que ça va nous ouvrir de nouveaux horizons et de nouveaux marchés. Et je pense que vraiment les entreprises qui seront en avance sur le BIM auront commercialement une longueur d'avance sur les autres. Le BIM, ça peut aussi contribuer à mettre en valeur l'image de marque de l'entreprise. Hein. Forcément, on est tout de suite assimilé à une entreprise un petit peu novatrice et moderne. Plus de confort dans le travail, toujours pareil, parce qu'il y a une meilleure communication entre tous les intervenants et plus d'anticipation, toujours par le fait d'avoir des études bien plus en amont. Et dans un monde idéal, alors là ça se confirmera peut-être quand tous les intervenants feront réellement du BIM, il y a une meilleure collaboration, une meilleure entente, et on voit, nous, on échange beaucoup plus avec les architectes qu'on pouvait le faire par le passé, parce que justement, voilà, ça nous permet d'être plus en amont sur les dossiers. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore convaincu, je peux essayer de vous le démontrer au travers quelques projets que nous avons réalisés. Donc aujourd'hui, avec la solution que nous avons développée, on a été sollicité par notre fabricant partenaire avec qui nous travaillons, donc la société Signat, qui a été attributaire du projet de l'hôpital d'Ajaccio, et on réalise pour eux donc la maquette exé du lot cloison. Alors en quoi consiste exactement notre travail? Donc on récupère la maquette de l'architecte et donc on intègre nos ouvrages, nos cloisons, nos systèmes que nous avons dans notre base de données. C'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser vraiment tout ce qui peut l'être. Alors aujourd'hui, on a dans notre base de données, on a 10 000 références de cloisons et de contre-cloisons, puisqu'on a développé vraiment un maximum de types de parements, ça tient vraiment compte de toutes les propriétés. Donc on remodélise toutes les cloisons. Soit 8. Elles n'étaient pas modélisées déjà, non? Sur ce projet-là, les cloisons étaient modélisées. Donc nous, si vous voulez, on les sélectionne et on leur attribue les systèmes les plus adéquats. Et en fait, donc nous, ce qu'on a développé, grâce à des plugins, on a couplé à notre base de données un logiciel d'insertion d'ossature. C'est-à-dire que en fonction de chaque système de mur que l'on sélectionne, automatiquement, on va lancer le générateur d'ossature qui, lui, va nous modéliser l'ossature au bon endroit. Donc, ce sera le bon montant, au bon anthrax, avec la bonne hauteur. Et il y a un double intérêt à ça, c'est que l'équipe de maîtrise 2, ensuite, peuvent utiliser donc, toutes ces données pour faire des synthèses avec les lots techniques et ainsi éviter qu'on se retrouve dans des cas de figure où on découpe les ossatures à tout droit parce que les réseaux passent au droit des cloisons. Donc, et puis surtout, ça permet également à l'entreprise d'avoir vraiment une quantification hyper précise, puisque en général, quand on se dénométrait par le passé, on était sur des ratios. On nous disait qu'il y avait 2,5 mètres linéaires d'ossature pour tel type de cloison, alors que là, du coup, on est vraiment sur l'unité de montant et on les quantifie vraiment au centimètre près, quoi. On a vraiment des choses très précises. Et le coût de la maquette, là, c'est... le boulot là, qui le fait et... C'est moi. Et à quel coût c'est payé? Oui, on est rémunéré, effectivement, on est rémunéré par le fabricant, là, en l'occurrence, pour réaliser la maquette, tout à fait. Donc voilà, donc après, une fois qu'on a défini tous les systèmes, on obtient tous les murs dont on a besoin. Voilà, et à partir de là, on a décliné dans notre gabarit, on a créé un gabarit entreprise dans lequel on a décliné de multiples tableaux qui nous permettent vraiment de faire des analyses très poussées à tous les niveaux. Donc là, vous avez par exemple des tableaux qui permettent donc de savoir exactement le nombre de plaques, le nombre de montants, dans quelle zone ils sont situés. Voilà, donc toutes ces données sont issues des nomenclatures de Revit. Et ça va vraiment de tout type d'analyse. On fait ça peut aller du devis de base au niveau global. Vous pouvez avoir des
devis détaillés en fonction des zones, ça va vraiment très très loin dans l'analyse. Donc on fait nos situations de travaux également, toujours pareil, en global ou en fonction des zones. On a également nos commandes de plaques qui sont détaillées par niveau et qui nous font, donc là vous voyez, qui sont même chiffrées, puisque au final, vu que les données sont associées à notre base de données, les prix sont déjà renseignés et ça nous permet d'avoir des commandes chiffrées qu'on exporte directement dans notre logiciel de gestion et qui nous font vraiment gagner beaucoup de temps. Voilà, donc il y a également des tableaux d'approvisionnement qu'on colle sur nos plans d'exécution ensuite et qui permettent aux poseurs, quand ils sont sur le chantier, de savoir exactement quel type de plaque et combien de plaques dans chaque zone ou sur chaque niveau. Alors, il y a également tout ce qui est commande de pose sous-traitant, puisque nous, on est une toute petite PME et comme il nous arrive parfois de nous frotter à des entreprises bien plus grosses, on est sur des chantiers importants, donc on sous-traite pas mal. Donc là, pour le coup, nos tableaux sont tout prêts, on ne ressaisit rien. Tout est prêt depuis la modélisation qu'on a faite. Donc toujours pareil, vous pouvez détailler en fonction du filtre que vous appliquez, en global, par niveau. Donc là, vous avez ce que nous on appelle les commandes tâcherons, puisque dans le placo, la plupart, vous savez qu'on utilise encore des tâcherons, c'est des gens qui sont au mètre carré. Et donc, ce qu'on a fait là sur ces tableaux, ils sont intéressants parce qu'en fait, dans la colonne de droite, vous avez le ratio à l'heure et le ratio par jour. Ce qui permet, quand on donne une fiche à un collaborateur, non seulement de savoir un petit peu ce que va lui rapporter la zone, mais surtout d'avoir son delta d'heure et de savoir un petit peu ses objectifs en termes de temps et d'intervention. Et c'est vraiment un support intéressant pour les conducteurs de travaux parce que ça leur permet, au niveau planification, d'avoir déjà une idée un peu plus précise du nombre de personnes qu'il faudra mettre en fonction du délai donné. Voilà, donc là c'est la même chose, détaillé toujours par zone. Le même type de tableau pour les jointeurs, puisque vous savez chez nous il y a les poseurs et les jointeurs, un poste bien spécifique. Voilà, et donc une fois qu'on a réalisé toutes ces analyses, qu'on a tiré tous nos tableaux, on va faire nos plans d'exécution. Donc nos plans d'exécution, voilà, vous retrouvez un niveau type. En général, on fait en sorte de mettre une vue 3D éclatée dessus qui permet, sur des chantiers assez importants, de visualiser un petit peu les cloisons. Vous avez bien entendu la vue en plan dans lequel on met un maximum de cotes et d'annotations pour que les poseurs puissent s'y retrouver facilement. On a en haut à droite ce qu'on appelle le zoning, ce qui est le plan de zone qui permet de s'y retrouver plus facilement. Et on a également la légende au-dessus du cartouche. Alors les légendes, nous on insiste vraiment dessus parce qu'on essaye de mettre un maximum d'informations pour que les poseurs ne fassent pas d'erreur. Donc vous avez vraiment, on associe en fait à chaque type d'ouvrage, on associe les tableaux avec les entraxes et les performances des cloisons, ce qui leur permet, quand vous avez par exemple des pignons ou des plafonds sur rampants, en fonction de la hauteur de la cloison, de savoir quel entraxe ils doivent mettre. Voilà, donc après, là vous avez un exemple de plan d'exécution sur lequel, en fonction du type de cloison, vous avez les couleurs qui sont repérées, les plaques hydrofuges dans les pièces d'eau. Donc après, on tire tout type de plans, des plans de coups, des plans de zone, des vues 3D. On arrive même, quand il y a des ouvrages un petit peu spécifiques, à faire des plans de détail dans lesquels on met un maximum d'informations pour que les poseurs s'y retrouvent et puis pour que les équipes de maîtrise le voient un petit peu de façon plus précise ce qu'on peut leur donner, leur proposer. On a ce qu'on appelle aussi les plans d'approvisionnement, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que quand on parle de gagner en termes
main-d'œuvre, ça se gagne déjà dès l'approvisionnement. Parce que par le passé, on s'est rendu compte que quand on approvisionnait sans forcément avoir de plan précis, on se retrouvait à parfois déplacer des piles de cloison parce qu'elles étaient mal positionnées et qu'elles gênaient l'implantation. Donc du coup, on tire des cotes depuis le gros mur et comme ça, les gars mettent un coup de peinture et ça leur permet de faire des approvisionnements précis. Voilà, donc sur un plan d'îlot, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, les outils que nous avons choisis pour développer notre solution, alors nous on a choisi Revit. Alors pourquoi on a choisi Revit? Parce que malheureusement pour nous sommes commissionnés dessus, mais il n'y a pas d'intérêt commercial. C'est simplement que par le passé on a été formés, on a travaillé sur AutoCAD, donc ça nous paraissait une suite logique que de rester chez Autodesk, parce que forcément l'environnement est tout de suite plus familier, l'environnement du logiciel, donc c'était plus simple pour la transition. Et puis surtout, c'est un logiciel qui est très ouvert et qui nous a permis d'intégrer de nombreux plugins. Donc on a parlé du plugin qui automatise la mise en place de Saturn, mais on a également d'autres plugins qui permettent d'optimiser l'arborescence, qui permettent également de classer par famille et de retrouver facilement dans les 10 000 références ouvrages dont on a besoin. Et également la communication qui est assez simple et on a réussi à mettre en place des passerelles qui nous permettent justement de mettre à jour régulièrement nos données parce que nos systèmes évoluent, il y a des performances qui évoluent au fil du temps et il est important de pouvoir les tenir à jour sans y passer trop de temps parce que si vous deviez ressaisir 10 000 références, ça peut vite être compliqué et là en l'occurrence l'avantage de Revit c'est que comme il est ouvert et qu'il y a des passerelles assez faciles, on peut faire des mises à jour régulières. Voilà, et puis en plus, il est pour le moment leader sur le marché, ce qui est toujours un plus. Donc voilà, quelques chantiers que nous avons réalisés avec d'autres solutions. On travaille sur le groupe scolaire Arbo à Grenoble. On a fait également, on travaille actuellement en plein dedans sur le centre hospitalier d'Ajaccio. Et pour l'entreprise, donc on a travaillé aussi sur la bibliothèque et les logements à Lyon 7e de l'île Fontenay. On a fait la réhabilitation de l'ancien hôpital de Brousse avec Philippe Réac qui était là tout à l'heure. Et on travaille également actuellement sur le siège social de LDLC à Limonest. Donc voilà quelques petites vues sur les principaux chantiers. J'ai fini pratiquement. Rapidement, donc là, un petit échantillon important, parce qu'on a modélisé en 3D donc un plafond bois, puisque l'architecte a un petit peu du mal à se décider sur le type de plafond qu'elle désirait. Donc on lui a fait une modélisation qui l'a bien aidé et qui lui a permis de se rendre compte et de valider le choix. Voilà, pour terminer, donc l'école DLC, le chantier de Brousse. Voilà. Et aussi, parce qu'on ne fait pas forcément que du gros chantier avec le BIM, on fait des toutes petites opérations. Aujourd'hui, chez nous, on fait tout en BIM, même la petite maison individuelle en réhabilitation ou le petit bureau. Vraiment, aujourd'hui, on travaille que avec le BIM. Ok. Voilà. On choisit quoi, parce que en artisan, bon bravo. Juste une petite question quand même, est-ce que le temps que tu mets sur les modélisations, est-ce que c'est vraiment rentable? Parce que là, il y a beaucoup de boulot quand même. Justement, non. L'avantage, c'est qu'avec la base de données qui est toute prête, on n'a pas à créer nos systèmes. Donc, tout est chaîné aujourd'hui. Après, tout est chaîné et puis ça dépend aussi du support avec lequel on travaille. Si on a une maquette qui a été dessinée sur... Si nous avons une maquette qui a été dessinée dans le même logiciel que nous, forcément on y gagne du temps. Après sur l'IFC c'est un petit peu plus compliqué parce que les données ne sont pas toujours exploitables de la même façon. Donc on a souvent tendance après à remodéliser nos cloisons. Mais concrètement, je pense qu'on va plus vite maintenant pour nos études qu'on pouvait le faire auparavant. C'est au démarrage. Et on est beaucoup plus précis. Pour finir sur une question là-bas. Oui, juste une question, quel a été le rôle de l'industriel Sylvia dans l'occurrence? Je pense qu'il a payé. Au-delà d'avoir payé la maquette, il nous a aidé dans le développement des systèmes et puis on a vraiment développé un partenariat et ça nous permet d'avoir tout
toutes les fiches système qui sont associées et des données qui sont régulièrement mises à jour. Ça veut dire qu'ils ont créé des objets BIM avec un catalogue ou pas? Oui, ils ont créé leurs propres objets BIM, sachant que nous, en parallèle, on a quand même recréé les nôtres avec notre charte graphique et nos données. Donc, Et ça, quand même, ça vous a aidé quand même? Vous avez récupéré par-ci? oui, parce qu'à la base, quand on a commencé notre développement sous Revit, on est parti de leur façon de modéliser. Et après, nous, on a incrémenté tout un tas de données qui sont propres à l'entreprise, mais ça nous a permis de récupérer toutes les données techniques des systèmes. Ouais. Est-ce qu'ils ont créé aussi des objets pour l'utilisation plus en amont que la phase exécutive? Est-ce que par exemple... Oui. D'ailleurs, leurs objets sont plus destinés aux phases en amont qu'à la partie exé. Nous, vraiment, notre intérêt, encore une fois, on ne se supplée pas à l'architecte, au contraire, on vient vraiment en complément et dans la phase d'exécution où on apporte notre expérience terrain et puis les outils qui nous ont permis d'avoir un niveau de détail relativement avancé. Niveau de détail, justement, ils ont fait des objets avec plusieurs niveaux de détail? Oui, ils ont décliné plusieurs niveaux de détail, tout à fait. Bon, je propose à la Farge après d'aller boire un peu tous les deux, on dirait discuter sur les éléments. Voilà, parce que la journée est quand même longue, les gens sont attentifs, donc il faut qu'on avance aujourd'hui. Donc on a eu les deux aspects extrêmement intéressants d'entreprises de taille moyenne ou petite. Donc on va avoir le point de vue un peu de Bouygues aujourd'hui et l'avancée des travaux de la société. On enchaînera pour finir, parce que ceux qui doivent partir après. Le dernier atelier, en fait, sera un lien à une future journée, puisqu'on parlera d'analyse du cycle de vie numérique, donc on parlera des travaux du CSTB, d'Elbin, donc je vous invite quand même à rester parce que c'est intéressant, sachant que sort dans quelques jours le nouveau référentiel énergie carbone. Donc aujourd'hui, aux réglementations thermiques vont être associées les notions de bas carbone, donc d'analyse de cycle de vie. Donc là, les industriels aussi, un gros effort à faire. Et on lira ça aussi avec, pour ceux qui font du logement, NF Habitat qui va sortir son référentiel numérique et qui va intégrer aussi cette analyse de cycle de vie. Donc ça annoncera des futures journées où on va discuter maintenant énergie et carbone. Donc parole à Bouygues. Présente-toi aussi. Bon, bonjour à toutes et à tous. En fait, je vais présenter avec quelqu'un de Lyon, l'ancien GFC, donc ils n'ont pas pu venir. Bon, je présente quand même Bouygues Bâtiment Sud-Ouest. Et avant cela, je vous présente Carlos da Silva Meira, donc Habitat Social, Bouygues Bâtiment Île-de-France. Donc, Bouygues Bâtiment Sud-Ouest, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, une entreprise générale avec beaucoup d'activités, ouvrages fonctionnels, multiproduits, etc. Donc, 980 collaborateurs, et une expérience et un savoir-faire, entreprise générale, en production et aussi en concepteur-constructeur. Alors, je vais plutôt parler un peu de l'expérience de Bouygues Bâtiment Habitat Social. Donc, c'est une unité opérationnelle de l'Île-de-France qui fait à peu près 350 millions de chiffre d'affaires. Ça ne représente pas tout Bouygues en termes de BIM, bien sûr. C'est assez hétérogène le développement du BIM dans les différentes entités. Nous, on a la particularité, comme on est spécialiste de logement social, donc c'est relativement plus facile de mettre en place des nouveaux processus, des changements un peu plus forts. Bon, qu'est-ce qui nous motive bon, bien sûr, c'est toujours satisfaire les clients. Comment parvenir, c'est bon, s'inspirer sur l'industrie, ça a été évoqué cet après-midi. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a tous d'accord pour dire que techniquement, c'est plus faisable. Et donc l'idée, c'est toujours optimiser le flux d'informations. Alors qu'est-ce que je vais présenter, c'est un peu comment on a comment on a développé notre système, quels changements ça provoque.
que ce soit dans l'entreprise, que ce soit vis-à-vis de nos partenaires. Alors, on a commencé pour dire, et déjà en interne, affirmer que le logement, c'était quand même différent des grands projets. Hein. Et donc, et qu'il fallait un certain cadre pour que tous les métiers dans l'entreprise, c'était ça mon objectif, que tous les métiers de l'entreprise puissent travailler d'une façon transparente, en confiance. Et donc, on a travaillé un gabarit assez multimétier, donc tous les métiers sont représentés, la thermique, les méthodes, la structure, etc. Et qu'on a appelé la maquette intégrée du logement pour bien marquer le fait d'avoir besoin d'un cadre bien précis. Donc ça va, c'est un outil qui nous permet d'aller de la phase conception jusqu'à la fin du chantier, à la livraison. Bon, je vais vite. Alors, un peu comment on marche. On marche, là c'est une autre particularité, on marche avec une seule maquette, donc après l'accord client bien sûr, une seule maquette, très vite. Donc tous les métiers de la d'ingénierie travaillent sur cette maquette-là. Donc c'est valable jusqu'à des projets de l'ordre de 15-20 millions de chiffre d'affaires. Au-delà, bien sûr, c'est assez limite. Et après, que ce soit avec la maîtrise d'ouvrage, sous-traitant ou le commerce, on travaille avec des viewers. Aujourd'hui, c'est assez répandu. Même si peut-être certaines structures de l'entreprise ne sont pas encore complètement, ils sont complètement pas appropriées de ces nouvelles méthodes de travail. Donc, un référentiel unique, hein, et chacun travaille en local, avec une version locale de la maquette. Et donc après, on travaille avec tous les logiciels, on fait des exports par Schweizer pour la partie thermique, structure, et on organise aussi des revues métiers. Alors on peut associer la maîtrise d'œuvre ou non, ça dépend du contexte. On est en conceptualisation, ou même en appel d'offres, on peut le faire. Et on a quelques expériences assez intéressantes. Alors c'est un gabarit ouvert, disponible, on le transmet, tous les architectes, bureaux d'études, à qui il intéresse, et on essaie de sortir 1 à 2 versions par an. Donc on est ouais. Alors bon, on a déjà dit ici, cette façon de faire le BIM n'est pas incompatible avec la loi MOP. Bon. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, donc, un modèle central, des copies locales et tous les métiers y travaillent. La particularité, c'est qu'on n'a pas de BIM manager. D'accord ? C'est un des participants à l'étude, qui a un peu plus d'expérience, qui organise et coordonne les études. Et on travaille d'une façon collaborative. C'est ça qui nous faut aussi, tout le monde en même temps. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est pour des logements, donc jusqu'à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un groupe multimétier qui se réunit, fait l'office de BIM manager pour mettre 1000 actualiser 1000, faire évoluer, etc. D'accord ? Or, il y a eu un débat tout à l'heure sur synthèse, maîtrise d'œuvre, etc. Nous, chez WIG, on fait bien la différence entre BIM manager, quelqu'un qui a une compétence technique, informatique, et la synthèse. Deux choses bien différentes. Surtout pour les causes d'affaires. Voilà. Bon, quels sont les bénéfices ? Donc, les collaborateurs, une vision un peu plus globale des affaires, ça c'est vrai. Donc, compétence a bien augmenté, plus de polyvalence, plus d'implication, la synthèse, voilà, un peu plus meilleure, mais mieux faite, on répère, ça on l'a déjà dit, et un gain de temps. C'est clair qu'il y a des économies après derrière, et un confort aussi qui n'est pas négligeable pour nos collaborateurs. Bon, processus conforme, c'est une façon de résoudre les problèmes le plus tôt possible. Pas de nouveau par rapport. Alors, bon, c'est une opportunité aussi de s'ouvrir. Donc, partage notre expérience, nos gabarits, nos outils. On est disponible pour accompagner nos partenaires. Donc, on fait déplacer des collaborateurs
auprès des architectes, auprès des bureaux d'études, pour les aider à démarrer. Et il y en a quelques affaires en collaborative complète avec un trésor, comme je disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, donc ça ce sont des diapos qui datent d'il y a un an, dans la présentation qu'on avait fait à Paris. Aujourd'hui, en appel d'offres public, en phase soumission depuis juillet, on modélise systématiquement une maquette relativement simple, mais qui sert à faire toutes les vérifications thermiques, réglementaires, structure, métrée, etc. Si on commence à arriver des appels d'offres en maquette numérique, soit Revit ou Archicad, mais surtout en Revit, de bonne qualité d'ailleurs, ça bien. Là, c'est quand même des gars, je confie, assez intéressant. Donc. Et en phase, une fois traité l'affaire, toutes les affaires, 100% des affaires sont faites de cette façon-là. Et on espère qu'avec un peu plus de force, ça sera un peu plus utilisé en phase d'exécution, qu'aujourd'hui c'est quand même un peu timide. Ouais. Bon, les enjeux, on a déjà parlé tout l'après-midi. Donc il y a la fameuse courbe, on pense qu'on est dans la phase déclic, donc ça va démarrer une utilisation un peu plus poussée du BIM. Je finis pour faire un peu de publicité. Verbatim, c'est une autre offre. On a été lauréat depuis 15 septembre 2015, donc